Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place au fantastique, au mystère, voire à une petite pointe d'horreur, puisque j'ai décidé de vous parler de 3 livres qui rendent fou. 3 livres à lire à vos risques et périls, puisque vous risquez d'y laisser votre santé mentale. Mais n'ayez pas peur, je suis là pour vous guider face à l'indicible. Allez, suivez-moi. Vous le savez peut-être ou pas, mais les différents récits d'Howard Phillips Lovecraft sont cohérents entre eux et ils reposent sur une mythologie commune, à savoir celle des grands anciens. Le plus connu étant Cthulhu, mais vous avez aussi d'autres joyeuseries comme Yog-Sothoth ou encore Nyarlathotep. Et il y a un livre qui revient dans de très nombreux textes de Lovecraft, qui aujourd'hui est devenu si célèbre qu'on le retrouve dans de multiples autres œuvres. C'est en 1923 que le Necronomicon est nommé explicitement pour la première fois par Lovecraft dans la nouvelle Le Molosse, où les protagonistes vont aller le consulter pour y chercher la signification d'une amulette mystérieuse. La même année, dans la nouvelle Le Festival, le personnage principal aperçoit le Necronomicon dans une bibliothèque avant que ce dernier ne serve de support principal à une cérémonie plutôt obscure. Par la suite, Lovecraft mentionnera le Necronomicon dans bien d'autres de ses nouvelles. Si on en croit Lovecraft, le Necronomicon aurait été écrit par un poète arabe, Abdul al-Azred, qui a vécu autour des années 700. Le titre d'origine du livre en arabe est Kitab al-Azif, un nom qui ferait référence au bruit qu'on peut entendre dans le désert ou peut-être au cri des djinns. L'ouvrage aurait ensuite été traduit en grec vers l'année 950 à Constantinople. C'est là qu'il aurait obtenu le titre Necronomicon. Nécro renvoyant à la mort, le titre Necronomicon signifie a priori quelque chose comme le livre des noms des morts ou le livre de la loi des morts. Et à partir de Constantinople seraient nées et auraient circulé différentes traductions dans le monde. Mais rapidement, en raison de son caractère impie et dangereux, le livre aurait été interdit par l'Église et par les gouvernements. Si la plupart des exemplaires auraient été détruits, il n'en resterait aujourd'hui plus que 5 dans le monde. Il paraîtrait même qu'on en a un à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Mais que raconte le Necronomicon exactement ? Son contenu est assez incertain. C'est à peu près sûr, c'est qu'il renferme quantité de savoir obscur, savoir tellement noir et dangereux qu'il est susceptible de rendre fou celui qui le lit. Ce serait à la fois un livre qui conterait l'histoire des grands anciens, ces divinités surpuissantes, complètement démesurées, insaisissables pour nous les hommes. En même temps, ce serait une sorte de grimoire de magie noire. Après certains, il serait même fait en peau humaine. Évidemment, le Necronomicon n'existe pas, mais alors pourquoi est-il devenu aussi culte ? Eh bien, c'est en grande partie parce que la mise en scène orchestrée par Lovecraft et le contexte finalement de publication ont fait que beaucoup de gens se sont mis à croire en l'existence du Necronomicon. Dans ses livres, Lovecraft utilise un certain nombre de procédés pour faire croire à la vraisemblance, le réalisme de ses histoires. Il fait volontairement figurer le Necronomicon sur des étagères à côté d'autres ouvrages occultes qui, eux, existent réellement, ce qui peut prêter à confusion pour le lecteur. De plus, alors qu'il ne l'a que peu fait pour les autres éléments de son œuvre, Lovecraft a pris la peine de se poser et de formaliser en fait les attributs du Necronomicon via des notes qu'il a rédigées, de manière à garder à travers ces différents textes une cohérence autour de ce Necronomicon, ce qui du coup donne un sentiment, encore une fois, de véracité. Ensuite, à l'époque, les récits de Lovecraft étaient majoritairement publiés dans des magazines pulp, dont le fameux Weird Tales. Il n'y avait pas que lui, il y avait donc d'autres personnes qui publiaient dans ces revues. Or, plusieurs collègues de Lovecraft, également auteurs de nouvelles fantastiques, comme Robert E. Howard ou Clark Ashton Smith, se sont amusés à insérer le Necronomicon dans leurs propres récits. Et Lovecraft lui-même écrivait certains textes sous pseudonyme
et il s'est amusé à laisser traîner des références à son fameux livre maudit. Ces mentions multiples venant de personnes d'auteurs différents ont poussé certains lecteurs à croire que le Necronomicon était un ouvrage qui existait bel et bien, au point même de réclamer le texte à l'éditeur de Weird Tales et à faire hésiter Lovecraft à rédiger et proposer une version du Necronomicon, ce qu'il a refusé néanmoins. Encore aujourd'hui, certaines personnes pensent que le Necronomicon existe véritablement, que Lovecraft y a eu accès, qu'il a probablement été un petit peu traumatisé et qu'il a choisi de faire croire qu'il l'avait inventé pour pouvoir en parler sans passer complètement pour un fou. Le Necronomicon, c'est devenu le livre fictif par excellence, un monument de la pop culture. Il est partout. Pour ne citer que quelques exemples, on peut trouver aujourd'hui des références au Necronomicon chez Stephen King, Maxime Chatham, dans des jeux vidéo comme Castlevania, Final Fantasy, The Witcher 3, Alone in the Dark, ou encore dans des séries comme Les Simpsons, South Park, et j'en passe. À défaut de pouvoir lire le Necronomicon, si cela a piqué votre curiosité, je vous conseille de vous pencher sur l'œuvre de Lovecraft qui est incroyable de mystère et d'étrangeté. C'est pas pour rien que c'est une référence encore aujourd'hui. On passe au deuxième livre qui, à mon sens, n'est pas si éloigné que ça du Necronomicon, au sens où je pense s'il est devenu aussi culte et aussi mythique, eh ben c'est entre autres principalement parce qu'il n'existe pas. Son auteur est new-yorkais et il s'appelle Robert C. Chambers. Et en 1985, il publie un recueil de nouvelles, Le Roi en jaune, en anglais The King in Yellow. L'anecdote, bien que Chambers soit américain, la plupart des nouvelles de ce recueil se déroulent à Paris, probablement parce que l'auteur y a passé 6 ans de sa vie, durant lequel il était élève à l'Académie Julian, une école d'art privée. D'ailleurs, les histoires de Chambers mettent souvent en scène des personnages qui sont soit des artistes, soit des dilettantes, un petit peu à l'image de cette période de sa vie. On a cette idée qu'on retrouvera aussi un petit peu chez Lovecraft avec un personnage comme Pickman par exemple, que l'artiste a une sensibilité exacerbée qui va le rendre plus perméable finalement à la perception du surnaturel. Ce qui va nous intéresser, ce sont les 4 premières nouvelles de ce recueil, à savoir Le Restaurateur de réputation, Le Cygne jaune, Le Masque et La Cour du Dragon. Il s'agit de 4 textes fantastiques, horrifiques, qui ont pour point commun la chose suivante. Les protagonistes de ces différents récits vont tous se retrouver à un moment ou à un autre à lire une mystérieuse pièce de théâtre intitulée Le Roi en jaune. Et après cette lecture, il n'y a qu'une seule issue possible, la folie. Éventuellement la folie et après la mort. Mais clairement la folie. Le Roi en jaune est donc à la fois le titre du recueil et le nom de cette mystérieuse et meurtrière pièce de théâtre. Du coup, en tant que lecteur, quand on vous dit que cette pièce de théâtre a un pouvoir aussi terrible, vous n'avez qu'une seule envie, savoir ce que raconte ce fameux Roi en jaune. Or, frustration suprême, Chambers ne vous dévoilera jamais ce que contient la pièce Le Roi en jaune. Chambers, il ne fait que nous jeter des petites miettes, voilà. Il ne dissémine que quelques maigres indices au sujet du contenu de cette sinistre pièce de théâtre. On sait que la pièce est divisée en 2 actes, que le premier acte est très anodin, mais que c'est le deuxième qui fait sombrer le lecteur dans la démence, le prenant au piège dès les premières lignes quasiment. Or, Chambers ne cite que des extraits du premier acte. On y découvre tout d'abord un personnage féminin qui chante une chanson au sujet d'une lointaine cité mystérieuse, sombre et silencieuse nommée Carcosa. Il est également question d'un mystérieux étranger qui un jour semble se présenter à une cour ou à une sorte de bal costumé. Et à la fin de cette mascarade, tout le monde se découvre, tout le monde enlève son déguisement. Et Camilla, un personnage féminin, demande tout naturellement à cet invité mystérieux de
retirer son masque, à quoi l'invité répond que ce n'est pas possible puisqu'il ne porte pas de masque. Ce qu'il présente devant ceux qui l'entourent, ce n'est pas un masque, mais son véritable visage. Et cette révélation semble terrifier la jeune femme. Aucune précision complémentaire n'est donnée, ce qui nous laisse, nous, lecteurs, imaginer avec effroi ce à quoi peut ressembler ce personnage. On apprend enfin, au détour d'une phrase, que vers la fin du premier acte du Roi en jaune, le personnage féminin qui était déjà présent dans cette scène de bal masqué, Camilla, est désormais en train d'hurler, agonisante, et qu'elle se trouve désormais dans les rues de la fameuse cité de Carcosa. Pour information, Carcosa n'est pas une invention de Chambers. Il l'emprunte à un autre auteur, Ambrose Bierce, qui est l'auteur d'un texte qui s'intitule « Un habitant de Carcosa ». Ce texte, qui fait à peine quelques pages, on a un homme qui se présente donc comme un habitant de Carcosa, qui serait une cité antique vers laquelle il aspire à revenir, sauf qu'on comprend progressivement que ce personnage est mort, qui laisse planer le doute sur le véritable statut, l'existence de cette fameuse ville de Carcosa. Est-ce une véritable cité ou aujourd'hui n'est-elle plus qu'en ruine, plus qu'une ville morte? Un peu comme le Necronomicon, le Roi en jaune de Chambers, qui est antérieur, a influencé d'autres créateurs. Justement, devinez qui le Roi en jaune a séduit? Lovecraft, oui. Encore lui. On retrouvera donc des mentions chez Lovecraft du cygne jaune ou encore d'Astur, qui est une figure, un nom qu'on retrouve dans plusieurs nouvelles de Chambers. En outre, dans son cycle Les Contrées du rêve, un cycle qui est un petit peu distinct du mythe de Cthulhu, Lovecraft imagine un personnage qui fait étrangement penser à la figure du Roi en jaune et de son mystérieux émissaire. Savoir qu'il évoque très brièvement un étrange grand prêtre dont le corps et le visage sont tout voilés de soie jaune et qui trônerait dans un lieu imaginaire intitulé les Plateaux de Leng. La matière première de Chambers et ensuite sa réutilisation par Lovecraft va faire que le Roi en jaune va devenir assez populaire et apprécié des adeptes du maître de Providence, Lovecraft. Si dans la série de jeux de rôle L'Appel de Cthulhu, plusieurs livres et scénarios sont consacrés à ce mystérieux personnage qu'est le Roi en jaune. Comme par exemple la célèbre campagne de jeux de rôle Les Oripeaux du Roi, qui démarre pendant une représentation de la pièce Le Roi en jaune à Londres. Au-delà de toute la sphère Lovecraftienne, on trouve aussi des références au Roi en jaune chez d'autres auteurs, comme par exemple chez Stephen King. Mais l'allusion la plus connue et la plus contemporaine est celle que l'on trouve dans la saison 1 de True Detective. Et oui, je te vois toi, depuis le début, le Roi en jaune, Carcosa, ça te disait quelque chose, hein. Cette remarquable série policière qui se déroule dans une Louisiane trouble et mystique, les enquêteurs vont faire face à des meurtres dont la mise en scène suggère une motivation occulte. Et sans vous dévoiler les rouages de l'intrigue, sachez qu'il y est fait explicitement référence à Carcosa et au Roi en jaune. Et pour finir, si vous êtes vraiment très curieux, sachez qu'il y a des auteurs qui se sont essayés à écrire le Roi en jaune, à proposer leur version de cette fameuse pièce de théâtre. Donc, si vous n'avez pas peur de perdre l'esprit, vous pouvez essayer. Et pour information, si vous voulez tenter le recueil de Chambers, sachez que ce sont principalement donc les 4 premières nouvelles qui parlent du Roi en jaune. Les nouvelles suivantes sont plutôt des récits inspirés donc de la vie de jeunes étudiants artistes de Chambers à Paris et vire pas mal en fait dans la romance, genre dans lequel Chambers se spécialisera par la suite. Parce qu'il a écrit du fantastique et ça a plutôt bien plu, mais lui se dit quand même que la romance c'était un petit peu plus cool et un petit peu plus soft.
Et le dernier livre qui risque de ne pas vous laisser indemne, dont je voulais vous parler, est La Maison des Feuilles, House of Leaves. House of Leaves, paru en 2000, est le premier roman de l'auteur américain Mark Z. Danielewski. C'est dur à prononcer. Après la page de titre, le sommaire et un avant-propos, ce livre vous accueille avec une page presque blanche sur laquelle il y a une phrase unique. Ceci n'est pas pour vous. On peut pas vraiment parler d'un accueil chaleureux, mais quand on est curieux comme moi, ça fonctionne. L'histoire de La Maison des Feuilles commence avec un personnage, un homme qui nous parle à la première personne. Il s'appelle Johnny Truant, il vit à Los Angeles et il travaille dans une boutique de tatouage. Johnny est à la recherche d'un nouvel appartement et un ami à lui propose donc d'aller visiter un appartement ayant appartenu à Zampagno, un vieil homme qui est décédé très récemment. Sur place, Johnny découvre un manuscrit rédigé par le défunt. Très vite, on comprend que ce manuscrit est une étude, une analyse d'un film intitulé The Navidson Record. Après le manuscrit de ce vieil homme, Zampagno, ce film aurait suscité des réactions assez importantes à l'échelle internationale et même été commenté par des personnalités éminentes telles que Stephen King, et oui encore lui, ou encore Ken Burns. Le petit hic, c'est que Johnny va très vite se rendre compte que ce film, qui est supposé être un documentaire, n'existe pas. Malgré tous ses efforts, Johnny ne va retrouver aucune trace de ce prétendu documentaire. Vous l'avez compris, The Navidson Record, c'est encore une fois l'exemple d'une œuvre obsédante et complètement insaisissable, sauf que cette fois-ci c'est un film et non un livre. Il s'agirait d'un documentaire qu'un photographe, Will Navidson, d'où Navidson Record, aurait réalisé sur sa maison. Maison dans laquelle il avait récemment emménagé et qui se situe dans l'état de Virginie et qui a été le théâtre d'un très étrange phénomène. Fait un beau jour, Will Navidson, sa femme et ses enfants constatent qu'une porte est apparue dans la maison. Cette porte donne sur un couloir vide et ils en sont absolument certains, ni cette porte ni ce couloir n'étaient là avant. Et très vite, la famille Navidson s'aperçoit que la porte change d'emplacement, que le couloir s'étend progressivement et devient de plus en plus long, de plus en plus alambiqué, avec de plus en plus d'embranchements. Tout ceci défie bien entendu les lois de la physique, puisque les proportions extérieures de la maison ne changent jamais. Impossible en gros que tout cet espace supplémentaire qu'on voit une fois qu'on a franchi cette intrigante porte soit effectivement dans la maison vu la taille qu'elle fait. Et qu'est-ce que cette porte ? Jusqu'où va s'étendre ce couloir ? Où va-t-il emmener ? C'est ce qui va progressivement préoccuper de plus en plus donc le reporter, le père Will Navidson. En résumé, dans ce livre, vous allez avoir une narration à tiroir. À savoir que vous allez suivre en même temps l'histoire de la famille Navidson et de ce qui arrive à leur maison, les commentaires progressifs de Zampagno, le vieil homme, et la vie de Johnny qui va se trouver progressivement bouleversée par la découverte de ce manuscrit et de toute cette histoire. Croyez-moi, ce n'est pas toujours facile de tout comprendre et de tout raccrocher. Au-delà de ce pitch assez atypique, si La Maison des Feuilles est aussi célèbre, c'est en raison de sa forme qui est plutôt particulière. En plus donc d'avoir une narration à 3 niveaux, ce qui complexifie déjà pas mal la lecture, vous avez dans ce livre des polices différentes, une mise en page complètement déstructurée et changeante, des phrases à l'horizontale, mais aussi des phrases à la verticale, des phrases à l'envers, des phrases raturées et régulièrement des notes de bas de page complètement hypertrophiées. Bref, ce livre, c'est plus ou moins le chaos le plus complet. L'ensemble de l'ouvrage est d'ailleurs assez clairement marqué par une image, celle du labyrinthe. D'ailleurs, dans la version en couleur de ce livre,
Tous les mots sont classiquement imprimés à l'encre noire, sauf deux. Le mot maison qui est en bleu et le mot Minotaure qui est en rouge. L'image du labyrinthe de couloirs qui est en train de se créer dans la maison des Navidson, le livre s'amuse à nous perdre aussi, nous lecteurs, dans son labyrinthe textuel. Franchement, si je devais résumer ce livre, je dirais qu'en gros, tout le monde essaye de comprendre ce qui se passe. Will Navidson essaye de comprendre ce qui se passe dans sa maison. Zampagno essaye d'analyser, de décrypter The Navidson Record. Johnny essaye de comprendre qui était Zampagno et pourquoi est-ce qu'il parle d'un film qui en fait n'existe pas. Nous, lecteurs, on essaye globalement de trouver un sens à tout ça. Je suis même pas certaine en fait qu'il y a un message à trouver dans La Maison des Feuilles, mais c'est une lecture tellement atypique, une expérience tellement particulière qui va vous impliquer énormément en tant que lecteur, qui peut sans doute vous rendre légèrement dingue, mais qui va vous marquer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi en tout cas j'ai bien aimé la faire. C'est vrai qu'en général on connaît probablement le Necronomicon, mais pas forcément les autres. J'ai toujours en fait été assez marquée par ces figures d'œuvres qui sont capables d'avoir un tel impact sur le lecteur. Il y a ce côté où quand on nous dit que ce livre est dangereux et qu'il faut surtout pas le lire, bah on a encore plus finalement envie d'y aller. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez d'autres livres fictifs ou réels qui rendent fou ou qui ont un impact assez dévastateur sur son lecteur. Je serais ravie de découvrir en fait d'autres références et puis de partager avec vous. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et soyez prudents quand même avec vos lectures. Allez, salut!